Alors, je vais faire un Facebook Live aujourd'hui pour décrypter le communiqué du gouvernement, communiqué que j'ai publié sur ma page, mais comme je voyais qu'il y avait des doutes sur l'authenticité de ce communiqué, j'ai donc également publié donc l'audio, enfin une partie de l'audio du gouvernement, lu par le ministre de l'Intérieur, donc concernant donc les propositions du gouvernement RHDP pour une sortie de crise. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question de l'authenticité ne se pose plus. Et donc nous allons décrypter tranquillement ce, ce communiqué et l'actualité politique ivoirienne. Bon. Alors, avant le décryptage, je voudrais dire une chose. D'abord, je reçois beaucoup de menaces. Voilà. Maintenant, les gens ne se cachent plus. C'est directement sur mon profil qu'ils viennent me menacer, moi, ma famille, mes parents, etc. Bon. Jusque-là, je tolérais ces choses-là. Voilà, je les tolérais. Mais j'ai décidé maintenant que tout type de menace, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur mon direct, ma page, entraînera directement le blocage des personnes concernées. Voilà. Donc, je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour la liberté d'opinion, je suis pour le débat contradictoire parce que j'ai profondément cette culture, mais je n'accepte plus les injures. Si vous n'êtes pas capable de venir argumenter, si vous n'êtes pas capable de venir défendre une opinion sans injure, alors sachez que votre place n'est plus sur sur mes directs, sur mon mur, parce que je ne vais plus tolérer cela. Je ne suis pas en train de courir après les likes, je ne suis pas en train de courir après un nombre de commentaires. Voilà, je ne suis pas payé pour ce que je fais et donc je ne cours pas après ça. Je cours après une transformation de mon pays. Je suis profondément démocrate et je me bats donc pour que mon pays change. Voilà ce qui me motive. Donc je vais bloquer en direct maintenant tous les commentaires haineux. Voilà, je viens de bloquer un là, c'est un crabeux, ignabeux, je sais pas quoi. Voilà, donc comme les commentaires défilent, je vais les bloquer. Voilà, comme ça, on va arriver à une situation où on a un mur donc débarrassé de tous ceux qui viennent donc le polluer. Voilà. Voilà, de tous ceux qui viennent le polluer. Et puis, de cette manière-là, on aura des gens intelligents avec lesquels on va échanger, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, parce que c'est avec ce type de personnes qu'on peut construire une nation. C'est pas avec des types de personnes qui menacent, qui n'ont que la menace, les injures au bec qu'on va pouvoir transformer notre pays. Donc voilà, c'est la mise en garde que je voulais faire. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voudrais rendre un hommage particulier à Feu Marcel Gossio, quelqu'un pour qui j'avais une très grande admiration pour le combat qu'il a mené en Côte d'Ivoire. Je voudrais avoir une pensée pieuse pour Feu Abou Ndori, pour Aboudraman Sangaré, Boga Doudou, enfin tout Tagro Désiré, ils sont nombreux, Dagouloula, Dalui Oblé, tous ces gens-là qui sont décédés, qui sont morts depuis un certain nombre d'années pour s'est engagé en faveur de la démocratie, en faveur donc du changement progressif, positif dans notre pays. Voilà. J'étais aujourd'hui au domicile de Madame Gossio. Voilà, elle m'a invité à déjeuner et franchement, ça m'a
Ça m'a fait quelque chose de voir les images de son défunt mari sur les murs. Et vraiment, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui avant de commencer ce direct. Alors, autre chose. Je voudrais aussi rendre aujourd'hui un hommage, au président Pascal Affi N'Guessan. Je voulais lui rendre un hommage parce que ce monsieur est un grand homme. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, sur son compte? Affi N'Guessan mange au RHDP. Affi N'Guessan est un vendu. Affi N'Guessan est un acheté. Affi N'Guessan... Bon, bref, on a tout entendu sur son compte. On a tout entendu sur son compte. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que Affi N'Guessan est un politicien, un grand politicien. Voilà. Malheureusement, les gens n'ont pas compris la stratégie politique d'Affi N'Guessan. Ils n'ont pas compris. Les gens sont restés dans les émotions. Voilà. Ils ont voulu utiliser la politique pour exprimer leur frustration. Utiliser la politique comme un exutoire pour exprimer leur frustration. Or, la politique ne doit pas servir à ça. Et Affi N'Guessan l'a compris. Voilà. Nous étions au pouvoir en 2011 et nous avons été boutés hors du pouvoir de la pire des manières. Affi N'Guessan s'est retrouvé en prison, Gbagbo s'est retrouvé en prison, Blé Goudé s'est retrouvé en prison, Sangaré s'est retrouvé en prison. Enfin, toute la direction du parti quasiment était en prison ou en exil. Les militants étaient apeurés. Donc le parti était complètement à terre. Quand vous êtes dans une telle situation, la stratégie politique commande que vous réorganisez d'abord vos troupes, entre parenthèses. Et c'est ce qu'Affi N'Guessan a fait. Alors que d'autres voulaient repartir au combat, d'autres voulaient repartir à la confrontation, il a dit non. Si vous faites ça, ce pouvoir-là va vous écraser définitivement. Ce pouvoir va vous écraser définitivement. Allons-y doucement, doucement. Cherchons à réorganiser le parti. Aujourd'hui, nous avons tous nos comptes gelés. Nous avons certains de nos camarades qui sont en exil, d'autres qui sont en prison. Est-ce que c'est dans cette situation-là qu'on doit repartir au combat? Non. Si vous faites ça, vous allez perdre ce combat et vous allez le perdre définitivement. Donc, ce qu'Affi N'Guessan avait proposé, c'est ça. Rentrons dans le jeu politique. Discutons. Ça nous donne le temps de nous réorganiser. Ça nous donne le temps de mettre en place des stratégies pour avancer. Mais les gens n'ont pas compris ça. On dit à Affi N'Guessan parle avec le gouvernement. Ça veut dire qu'il veut les légitimer. Affi N'Guessan deal avec eux. C'est pour ça qu'il va à les élections. Aujourd'hui, les gens ont compris. Si Affi N'Guessan, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, Affi N'Guessan avait dealé avec le pouvoir RHDP, soyez sûrs que des gens comme les Adjoumani, les Touré Mamadou, là, ils seraient sur les plateaux télé en train de dire, voilà, on a donné l'argent à Affi N'Guessan, on a fait ceci, on a fait cela, Affi N'Guessan a fait ça et nous, etc. Mais si vous voyez qu'ils ne parlent pas, c'est parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont absolument rien contre Affi N'Guessan. C'est un monsieur intègre. C'est un monsieur intègre. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il gagne toutes ses batailles parce qu'il y met de la méthode. C'est un monsieur travailleur. C'est un monsieur qui ne dort pas avant 1h du matin et qui ne se lève pas, qui se lève au plus tard à 6h du matin. Donc c'est quelqu'un qui travaille en permanence. Voilà. Et donc vraiment, je voudrais rendre hommage à ce grand homme-là parce que franchement, je peux dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a 3 personnes qui m'ont impressionné. 3 personnes qui m'ont impressionné. Le premier, c'est Tidjane Thiam. Voilà. Je vous ai dit, j'étais à Bordeaux et c'est Tidjane Thiam qui m'a fait rentrer en Côte d'Ivoire pour travailler sur les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Voilà. Les premiers contrats que j'ai négociés en Côte d'Ivoire quand je suis rentré de France, c'est l'aéroport d'Abidjan. Ensuite, ça a été le pont Riviera-Makori, ça a été l'autoroute du Nord, ça a été même le stade des BMP qu'on fait aujourd'hui. C'est des projets sur lesquels on travaillait déjà en 97-98. Voilà. Le train urbain dont on parle aujourd'hui, dont on parle de métro, c'est des projets sur lesquels donc, on travaillait, que j'ai négocié. Voilà. Et si j'ai fait tout ça, c'est parce que Tidjane Thiam m'a fait confiance. Et il m'a confié ces grands projets-là. Et
j'ai beaucoup appris à ses côtés parce que lui aussi, c'est un grand bosseur. C'est un grand bosseur. C'est quelqu'un qui dimanche va au travail et qui vous met tellement sous pression que moi, des fois, j'étais obligé de teindre mon portable les week-ends parce que même un samedi, un dimanche, même un jour de fête, il est capable de vous appeler pour vous dire trouve-moi au bureau pour travailler sur un dossier. Voilà. Donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect parce que c'est un grand amoureux de la Côte d'Ivoire. Et je pense que ce monsieur-là, s'il était resté en Côte d'Ivoire, il aurait apporté beaucoup à ce pays. Voilà. En tout cas, il y a également Monsieur Kablan Duncan. Voilà. Monsieur Kablan Duncan, avec qui j'ai travaillé quand il était à la primature. Voilà. J'étais donc conseiller juridique et fiscal de Tidjane Thiam au Bénin. Et c'est quelqu'un également qui est c'est un grand bosseur. C'est un grand bosseur, c'est vraiment un technocrate au sens pur du terme. C'est un homme de dossier. Voilà. S'il y a une chose, la seule chose que je peux reprocher à Kablan Duncan, c'est qu'il ne tranche pas. Voilà, il ne tranche pas. Face à un problème, Kablan Duncan va dire toi tu as raison, mais lui n'a pas tort. Voilà. Et finalement, vous repartez sans avoir réglé le problème. Voilà. Mais je ne sais pas si je dois considérer ça comme un défaut ou une qualité. Mais je sais que M. Kablan Duncan était très grand bosseur. Voilà. Je veux parler également de M. Awa Domelo, avec lequel j'ai travaillé un peu. Parce que lorsque j'étais directeur général adjoint de l'Autorité nationale des régulations du secteur de l'électricité, il me consultait, il me demandait de faire des consultations pour le BNET. Et c'est quelqu'un qui, si par exemple Tidjane Thiam a apporté sa compétence internationale au BNET, où on était, Domelo a internationalisé la compétence du Bénin. Voilà, c'est Domelo qui a fait qu'on avait des représentations du Bénin au Gabon, au Congo, en Guinée, enfin dans plusieurs pays. Voilà. Et donc, Tidjane Thiam a apporté sa compétence, son intelligence, cette compétence internationale-là pour le développement du BNET et de la Côte d'Ivoire. Et Domelo a internationalisé donc la compétence du BNET, ce que je peux dire. Voilà. Et puis, le dernier qui m'impressionne également, c'est Afin Guessan. Voilà. Afin Guessan est un très grand bosseur. Voilà. Je retrouve en Afin Guessan beaucoup de qualités de Tidjane Thiam. Sauf que Tidjane Thiam n'est pas dans la politique politicienne. Voilà. Par exemple, je sais que quand on était au Bénin, quelquefois les gens de Yamsoukro venaient voir Tidjane Thiam pour dire voilà, on veut que tu parraines telle activité. Et il disait toujours, si c'est politique, non, je ne m'engage pas. Si c'est parrainer des activités socio-culturelles ou de développement, vous pouvez compter sur moi. Et donc, il soutenait toutes les initiatives socio-culturelles ou de développement, mais il ne s'engageait jamais dans les parrainages politiques. Et donc, c'est un peu ça la différence avec Afin Guessan. Afin Guessan, c'est un ingénieur télécom de la plus grande école de télécom française et qui très tôt, très jeune, était directeur des études à Côte d'Ivoire Télécom. Très jeune, un des plus jeunes maires en Côte d'Ivoire, sous le régime PDCI. Et donc, c'est un grand technocrate. C'est un grand technocrate. Et celui qui en parle le mieux, d'ailleurs, c'est Gbagbo. J'ai publié une vidéo de Gbagbo où il parle d'Afin Guessan. Voilà. C'est-à-dire que il faut travailler avec Afin Guessan pour voir le technocrate que c'est. Si vous n'avez pas eu la chance de travailler avec des gens brillants, vous ne pouvez pas comprendre cette dimension. Voilà. Si vous n'avez pas eu la chance de travailler avec des gens comme les Afin Guessan, les gens comme les Tidjane Thiam, je ne sais pas, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. C'est-à-dire quelqu'un qui est brillant. Voilà. Quelqu'un avec lequel vous pouvez parler économie, vous pouvez parler droit, vous pouvez parler science, vous pouvez parler histoire, vous pouvez parler religion. Enfin, vous pouvez aborder tous les sujets et ils sont à l'aise. Voilà, c'est un peu cette dimension-là. Et c'est pour ça que je prends beaucoup plaisir à travailler avec eux. C'est pour ça que moi-même, je sacrifie, je dirais, ma propre carrière professionnelle. Voilà, je suis membre d'un cabinet d'avocats à Paris.
Mais j'ai mis depuis un certain nombre d'années mes activités juridiques sous le boisseau pour me consacrer donc à la lutte politique, au développement de mon pays. Voilà, c'est ça qui fait que certains va-nu-pieds sur la toile vont venir penser que on est on est du même moule. Voilà, parce que je fais des vidéos, les gens pensent que bon on est pareil. Non, on n'est pas pareil. Voilà, nous là on a fait, comme on dit de façon triviale, on a fait de bonnes études, on a fait de grandes études, voilà. Et on a été utile à notre pays parce qu'on a travaillé sur de très grands dossiers, voilà, sur des très grands dossiers qui ont contribué au développement de ce pays-là. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais dire. Bref, maintenant je vais passer au décryptage du communiqué du gouvernement. Voilà. Ce que je peux dire, c'est dommage que ce soit maintenant, après plusieurs morts, plusieurs blessés, des dégâts matériels considérables, que le gouvernement veuille venir à la table des négociations. Alors qu'il y a 3-4 jours à Bouaké, M. Ouattara disait cette commission électorale indépendante, c'est elle qui va organiser les élections présidentielles et législatives à venir, et qu'elle ne changera pas. Voilà. Il était catégorique. Et moi, je sais aujourd'hui en politique qu'il ne faut jamais être catégorique. J'ai vu tellement de choses dans ma petite vie politique que je comprends qu'il ne faut jamais être catégorique en politique. Voilà. Je n'aurais jamais pensé que un jour, Monsieur Bédié et Monsieur Ouattara allaient se mettre ensemble. Je n'aurais jamais pensé cela. Et pourtant, on l'a vu. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, Monsieur Gbagbo et Monsieur Bédié allaient se mettre ensemble. Et pourtant, ils se sont mis ensemble. J'aurais jamais pensé qu'après ce qui est arrivé à Charles Blé Goudé, il allait pardonner à Soro et il allait recevoir Soro chez lui à La Haye. Donc, en politique, tout est possible. En politique, tout est possible. C'est pour ça que souvent, quand je vois des gens insultés, menacés, agressés, je me dis qu'ils ne font pas la politique ou ils n'ont rien compris aux politiciens. Voilà. Ils n'ont rien compris à cela. En politique, tout est possible. Voilà. Demain, on peut même revoir encore M. Gbagbo et M. Ouattara ensemble. C'est comme ça la politique. Et ça se fait partout, en Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde, c'est comme ça que ça se fait. Donc, il faut toujours être modéré. Il faut toujours être modéré. Il ne faut jamais être dans le radicalisme. Ni radicalisme de gauche, ni radicalisme de droite. Il faut toujours privilégier l'intérêt national, l'intérêt collectif, l'intérêt général. C'est ça la vraie politique qui fait avancer les États. Or, malheureusement, nos chefs d'État se comportent souvent comme des chefs de clan, pas comme des chefs d'État. Ils se mettent dans une posture de défenseur du clan. Or, quand on est chef de l'État, on doit être au-dessus de tous les clans. On doit penser nation au lieu de penser région. C'est pour ça que la Constitution de 2000 avait interdit qu'on puisse être président de la République et en même temps président d'un parti politique. Malheureusement, dans la Constitution de 2016 proposée par M. Ouattara, il a supprimé cette disposition. Ce qui fait qu'on peut être président de la République et en même temps président d'un parti politique. Donc on est jugé parti. Vous ne verrez pas une telle disposition possible dans un pays sérieux, dans un pays démocratique. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, on a régressé en le faisant. Il faut faire en sorte que dès l'instant où vous êtes à la tête de l'État, vous ne soyez plus impliqué dans la basse politique politicienne. Vous voyez? Bon, et c'est tout ça qui nous met en retard. C'est tout ça qui nous met en retard. Alors aujourd'hui, M. Ouattara et son gouvernement RHDP, bon, je ne sais même pas pourquoi je dis RHDP, parce que la réalité c'est RDR. Voilà. Le Rassemblement des Républicains comportait le PDCI, comportait l'UDPCI, comportait le MFA. Bon, tous ceux, ils ne sont plus dedans. Donc, je ne comprends pas pourquoi on devrait parler de RHDP. Donc, aujourd'hui, le RDR donc, décide de faire preuve d'ouverture. Je voudrais déjà saluer cela. Voilà. Je voudrais saluer cela à sa juste valeur. Je voudrais cela saluer à sa juste valeur. C'est déjà un premier pas qu'il faut saluer.
Mais de mon point de vue, c'est un premier pas insuffisant. Voilà, c'est un premier pas insuffisant. Pourquoi? Moi, je suis un juriste. Et toute mon action politique est toujours soutenue par des arguments juridiques. Vous savez que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est une instance de l'Union africaine, a rendu une décision dans laquelle elle ordonne à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir à reformer sa commission électorale indépendante avant toute élection. Avant toute élection. Ça, ce n'est pas le PDCI qui le dit, ce n'est pas le FPI qui le dit. C'est une décision d'une cour internationale de justice auquel la Côte d'Ivoire est partie. Et donc, c'est une décision qui s'impose à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a retiré la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme, mais en vertu des tests qui régulent donc cette Cour de justice, cette décision de retrait de la Côte d'Ivoire ne prendra effet qu'en mars ou mai 2021, donc l'année prochaine. Donc en attendant que ça rentre en effet, que ça rentre en vigueur, cette décision s'impose donc à l'État de Côte d'Ivoire. Et donc la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dit il faut que la Côte d'Ivoire reforme sa commission électorale centrale. Ça, c'est la première chose. Mais quand elle dit il faut reformer la commission électorale centrale, elle ne dit pas simplement, parce que j'ai vu dans le communiqué que le gouvernement dit on donne un poste de vice-président au PDCI, on donne un 5e poste à la commission centrale à l'opposition, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est parce que la Cour africaine des droits de l'homme dit. Voilà. Donc, il faut s'en tenir à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Parce que la Cour africaine des droits de l'homme dit, avant toute élection, elle doit évaluer ce processus-là. Donc, on doit mettre en place une cour africaine, une commission électorale indépendante qui satisfait la Cour africaine des droits de l'homme. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'elle jouira donc de la légalité et de la légitimité nécessaire pour organiser le scrutin en Côte d'Ivoire. Le gouvernement également dit qu'il est d'accord pour rééquilibrer les commissions électorales locales. Pour rappel, il y a des commissions électorales sous-préfectorales, communales, départementales et régionales. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont d'accord pour reformer cela. Il y a encore 2 semaines, lorsqu'on leur demandait de reformer, ils nous ont dit on n'a pas le temps pour ça. Le temps qui court n'est pas suffisant pour reformer donc, les commissions locales. Alors aujourd'hui, nous sommes le 20. Normalement, la campagne s'arrête le 28. Et ils nous disent qu'en 8 jours, on a le temps de reformer la commission centrale, les commissions locales. Manifestement, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, puisque une fois qu'on aura, même si on le fait demain, il faudra déférer tout cela devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour qu'elle dise est-ce que maintenant cette commission-là est conforme donc aux standards internationaux. Et donc, je ne vois pas matériellement, je ne vois pas comment on ne va pas rentrer dans une période de transition. C'est pas que c'est ce que je souhaite, mais je dis matériellement, je ne vois pas. Sauf à dire qu'on ne respecte pas les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Et en dehors de la question même, de la CEI, il y a également la question de l'audit du fichier électoral. Vous avez vu que au Burkina Faso, l'opposition, le pouvoir se sont accordés pour l'audit de la liste électorale. En Guinée, ils ont également audité la liste électorale. Bon, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui le pouvoir RHDP refuse qu'un organisme indépendant audite cette liste électorale. Donc, ça sert à quoi? De résister, de dire non, 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 et finalement de dire oui. Voilà des choses qu'on aurait pu régler depuis longtemps.
On aurait pu régler la question des CEI locales et de la CEI centrale depuis longtemps. Ça fait déjà 2 mois que le président Affi N'Guessan en parle et qu'on ne l'écoute pas. Aujourd'hui, on vous parle de l'audit, vous dites non, non, non. Après, vous allez revenir pour dire, bon, on est d'accord pour cet audit-là. On aura encore perdu du temps. Donc, tout ce qu'on peut faire, parce que tout le monde veut aller à l'élection. Tout le monde veut aller à l'élection. J'entends M. Ouattara m'en dit oui, ils ne veulent pas aller à l'élection parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il se méprend. Il se méprend. En 2015, le président Affi N'Guessan est parti à l'élection. Voilà. Et à cette époque, ses comptes en banque étaient gelés. Et les comptes en banque de beaucoup de cas du FPI étaient gelés. Et malgré ça, il est parti à l'élection. Et donc, ce n'est pas en 2020 que vous allez dire qu'on ne veut pas aller parce qu'on n'a pas d'argent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et puis, ce n'est pas un discours digne d'un chef d'État en campagne de dire de ce genre de choses. Si vous n'avez pas d'argent, dites, on va dire au ministère des Finances de vous prêter de l'argent. Il ne faut pas faire ce type de propos et il ne faut pas être condescendant avec ses concitoyens. C'est pas bon, c'est jamais bon ce genre de langage. Mais bon, on est en campagne et vous savez, en campagne, on peut dire des choses, donc on ne va pas s'appesantir davantage dessus. Voilà. Alors, dans le communiqué, il dit également qu'il y a des allégations comme quoi il y aurait des milices qui attaqueraient les populations. Bon, apparemment, le ministère de l'Intérieur ivoirien est le seul à ne pas voir toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on ne peut plus cacher, on ne peut plus rien cacher. Voilà, on ne peut absolument plus rien cacher. Et donc, que le ministère de l'Intérieur dise qu'ils ne sont pas informés de cela et qu'ils vont mener des enquêtes pour voir de quoi il s'agit, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Mais bon, on a vu pire que ça. On a vu pire que ça. Donc l'essentiel aujourd'hui, je pense, c'est qu'on aille à des élections qui ne seront pas contestées. C'est ça le plus important. Voilà. Il faut mettre l'orgueil de côté. Nous nous battons tous pour la Côte d'Ivoire. Or, malheureusement, il y en a qui veulent se battre pour leur clan. Voilà. Je vois même des profils Facebook, vrais fils du Nord, fils du Sud, fils de l'Est, fils du Centre. Non, nous sommes tous des fils de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des fils de la Côte d'Ivoire. Et nous ne devons pas nous affronter par région. Voilà. Nous devons nous affronter sur les idées. Sur les idées. C'est ça qui est important. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que les gens du Nord se braquent contre les autres. Mais il y a 60 ethnies, on dit couramment en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble intelligemment. Et qu'on laisse ces replis identitaires. Voilà. Et qu'on laisse ces replis identitaires. Alors, je mets sur ma page Facebook le grand balayage. Je mets le grand balayage. Et les gens du Nord se sentent indexés. Si Jean Bonnet dit le grand balayage, ça veut dire qu'on doit exterminer les gens du Nord. Non. Le grand balayage, pour moi, ça voulait dire 2 choses. Pardon, le grand ménage. 2 choses. La première chose, empêcher l'affichage. Voilà, empêcher l'affichage électoral. C'est ça le ménage. Deuxième chose, faire le ménage dans ma liste d'amis sur mon Facebook. Et demain, je vais prendre le temps de publier les gens que j'ai bloqués. J'ai bloqué près de 800 personnes. C'est pour ça que j'ai parlé de grand ménage. J'ai bloqué près de 800 personnes. Je vais publier la liste demain. Peut-être que vous allez retrouver des noms de certains de vos amis dessus. Mais pourquoi je bloque près de 800 personnes? Parce que je ne suis pas en train de courir après des likes. Je ne suis pas en train de courir après le nombre de vues. Je suis en train de passer un message. Et donc, le nombre de likes m'importe peu. L'essentiel pour moi, c'est la pertinence du message. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de grand ménage. Voilà. Et donc, je vais publier la liste demain pour que vous puissiez donc voir qu'effectivement, ce n'est pas un appel à l'extermination ou à l'épuration ethnique. Ce n'est pas dans ma culture. Voilà. Mais évidemment, ceux qui
veulent se réfugier dans le repli identitaire, n'ont que ça comme argument. Ah, Jean Bonnet a mis sur sa page grand ménage. Donc, Jean Bonnet veut tuer les nordistes. Voilà. Donc, c'est un argument qui leur permet de resserrer les rangs parce que ils ont échoué sur le plan économique, ils ont échoué sur le plan social, ils ont échoué sur le plan politique et ils ont échoué en un mot, et donc pour eux, bon, il faut trouver un bouc émissaire, et donc voilà, il faut utiliser ce genre de choses-là. Jean Bonnet a mis grand ménage, donc Jean Bonnet dit de tuer tous les nordistes. Voilà. Je fais un post où je mets exactement ceci. Ceux qui sont allés incendier la résidence du président Affi N'Guessan ont posé un acte digne du Troisième Reich. Le Troisième Reich, c'est l'État nazi sous Adolf Hitler. Et pour illustrer donc ce poste-là, je mets la croix gammée. Les adeptes de la victimisation vont encore s'en prendre pour dire, ah, vous voyez, il a mis la croix gammée, il dit, on doit tuer tous les gens du Nord. Voilà. Et mon cuisinier est du Nord, mon chauffeur est du Nord. Bref, donc c'est des arguments qui ne tiennent pas. Voilà. Donc il faut sortir de ces enfantillages. Ce dont il est question, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le développement de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, il ne faut pas distraire les gens, il ne faut pas vous rassembler autour des théories complotistes. Voilà, des théories complotistes, parce que cela a fait trop de mal à la Côte d'Ivoire et vous perpétuez cela en restant dans cette posture-là. Il n'y a pas une ethnie en Côte d'Ivoire qui peut vivre sans l'autre. Il n'y a pas une ethnie en Côte d'Ivoire qui veut exterminer une autre. Parce que le brassage ethnique est tel en Côte d'Ivoire que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Voilà. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous ne sommes pas condamnés à cohabiter, mais à vivre ensemble. Donc, surfer sur des considérations identitaires ne va faire qu'attiser donc les conflits ethniques, les conflits communautaires, voilà, intercommunautaires. Et on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Avec ce type de discours-là, on le voit aujourd'hui. Et c'est dommage que des gens surfent sur cela. C'est vraiment dommage. Voilà. Parce que les gens, je vois des gens qui font des posts, ils ne savent même pas c'est quoi la croix gammée. Ils parlent de racisme, ils ne savent même pas c'est quoi le racisme. Voilà. Voilà. Et le racisme, on est raciste contre une autre race. Comment un noir peut être raciste contre un autre noir? Ça n'a aucun sens. Il y en a qui disent que tu es xénophobe. Mais on est xénophobe contre l'étranger. On est xénophobe contre l'étranger. Donc, si vous vous sentez étranger, alors vous pouvez dire que Jean Bonnet est xénophobe, mais je n'ai jamais été dans cette logique-là et je ne serai jamais dans cette logique-là. Voilà. Donc, quand le gouvernement dit qu'il va mener des enquêtes pour voir, bon, c'est quand même un peu surprenant. C'est quand même un peu surprenant. Mais je voudrais saluer quand même ce premier pas. Ce premier pas. On espère qu'il y en aura d'autres. Parce que ce qui a été arrêté au niveau de l'opposition, c'est que ce gouvernement-là est disqualifié pour convoquer les candidats Affi N'Guessan et Bédié. Voilà. On connaît déjà la position de ce gouvernement sur le processus électoral. Ils connaissent notre position. Donc, ils nous convoquent, c'est pour qu'on aille dire quoi? Qu'est-ce qu'on va se dire? On connaît déjà les positions des uns des autres. Donc, on ne va pas aller à leur convocation. Pas parce qu'on ne veut pas le dialogue, mais parce qu'on estime que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et c'est pour ça que les présidents Affi et Bédié ont demandé à ce qu'il y ait une médiation internationale, un facilitateur. Et je ne comprends pas pourquoi ils refusent qu'il y ait un facilitateur. En 2010, ils ont pris Choi comme facilitateur. Pourquoi ils ont peur des facilitateurs maintenant? Alors qu'en 2010, ils voulaient des facilitateurs. Rappelez-vous, ils avaient pris Blaise Compaoré comme facilitateur. Ils ont pris Thabo Mbeki comme facilitateur. Ils ont pris Abdoulaye Wade comme facilitateur. Et maintenant, on vous parle de mettre en place une facilitation pour pouvoir avancer. Vous dites non, 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 nous sommes un pays souverain. Voilà. Vous baignez dans l'ultranationalisme. C'est surréaliste. Voilà. Donc, construisons un pays avec tout le monde. Construisons un pays de compétences. Construisons un pays des valeurs. Mais cela, on ne pourra le faire que si tout le monde est de bonne foi.
si chacun ne campe pas sur ses positions, si on ne reste pas dans la logique du un coup KO, voilà, du un coup KO, et un coup KO qui n'est pas assis sur la vérité des urnes, mais sur la manipulation du fichier électoral et la manipulation des institutions électorales. Donc, on ne va pas avancer avec ça. Voilà. Mais je veux déjà saluer, cette ouverture d'esprit qui tranche avec les propos radicaux que le chef de l'État a tenu à Bouaké en disant que la commission électorale indépendante ne changera pas. Voilà. Et donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais ouvrir donc mon téléphone pour que les gens puissent... je vais prendre quelques appels. Et puis, bon, répondre à vos questions. Voilà. Je veux pas de commentaires sur les appels. Vous appelez, parce qu'il y a énormément d'appels. Voilà. C'est le 07 31 32 82. C'est un numéro WhatsApp. Voilà, WhatsApp 07 31 32 82. Vous appelez, vous posez votre question. Voilà, je n'ai pas le temps de débattre avec vous sur votre direct. Vous avez une question, vous la posez et je vous répondrai. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Soyons forts, soyons une Côte d'Ivoire unie, soyons une Côte d'Ivoire forte. Ne soyons pas une Côte d'Ivoire des clans, ne soyons pas une Côte d'Ivoire des ethnies. Voilà, c'est ça qui va nous grandir. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, monsieur Bonnet. Bonsoir, monsieur. Voilà, je vous appelle de l'Italie. D'accord. Allez-y. Voilà, oui, merci pour la possibilité. Je vais juste être bref par rapport à ce que vous venez de dire. Oui. Moi, je pense que ce que vous venez de dire, là, il n'y a rien de compliqué. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Voilà, c'est-à-dire, ceux qui t'insultent, ceux... Oh là là, on a coupé, on a perdu. Allô? Allô? Ok. Oh là là. Bon, merde, c'est coupé. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Parlez un peu fort. Allô? Oui, je disais que je tenais d'abord à vous féliciter. Merci. Pour votre position et féliciter particulièrement le président Afin-N'Guessan. Merci. Je voudrais souligner juste rapidement une chose. D'accord. En Côte d'Ivoire ici, en tant qu'Ivoirien, c'est le dialogue qui a toujours primé. Exactement. J'aurais voulu voir le Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, qui est voisin du Premier ministre Afin-N'Guessan, oui, montrer l'exemple en se déplaçant à un pas pour aller chez lui, oui, pour dire aux gens qui sont dans la barbarie, pour dire que non, 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 en Côte d'Ivoire, on veut la paix. C'est ça. Mais jusqu'à présent, chef du gouvernement, oui, nous n'avons rien vu. C'est vrai, c'est vrai. Ce petit geste pouvait apporter le calme et les gens allaient baisser les cœurs. C'est ça. Je vous remercie. Donc, au-delà de ça, oui, il faut... Merci. Merci bien. Voilà. Bon, alors, voilà, ce que Stéphane a dit est important. Afin-N'Guessan est quasiment voisin de Ahmed Bakayoko. Voilà. Ils habitent sur le même alignement à peu près 300-400 mètres. La résidence d'Afin-N'Guessan a été incendiée. Monsieur Ahmed Bakayoko est Premier ministre de Côte d'Ivoire, voisin d'Afin-N'Guessan. Il aurait pu effectivement se déplacer pour aller dire Yako. C'est fraternel. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'on vit. Même quand on est adversaire politique, mais que l'autre est dans un malheur, tu vas lui dire Yako. Quand Ahmed Bakayoko a perdu son père, il se rappelle, Afin-N'Guessan s'est déplacé chez lui pour aller dire Yako à Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, son père décède, sa maison brûle. Mais bon, il n'est pas capable de le faire. Je voudrais en profiter pour remercier la jeunesse du PDCI qui s'est déplacée chez le président Afin-N'Guessan pour lui présenter donc son Yako.
Je voudrais également remercier, féliciter donc cette forte délégation du PDCI qui est aujourd'hui partie de cadre du PDCI qui allait également présenter, soutenir le président Afi et lui traduire des mots de compassion. C'est cela la fraternité, c'est cela le vrai vivre ensemble. Le vrai vivre ensemble, ce n'est pas que des mots, c'est un comportement. Voilà, c'est un comportement. Et on ne peut pas dire qu'on veut vivre ensemble avec les autres alors qu'on est incapable d'aller dire Yako à son voisin qui est frappé par un malheur. C'est triste, voilà. C'est triste, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Oui, allô? Allô? Oui? Oui. Fraternité. Oui, vous êtes en direct, allez-y. Oui? Parlant de fraternité. Oui? Dès l'instant que la maison de M. Afifouta a été. Dès l'instant que la maison de M. Pascal Afifouta a été brûlée, Oui? on a vu plusieurs majors, les supposés opposants, Oui? dire que comportement de Habib Fouté, l'action. On ne vous entend pas, on ne vous entend pas, hein, je vais être obligé de vous couper. Bon, j'ai dit, Oui? parlant de la maison de M. Pascal Afidi, parlant de fraternité, Oui? dès l'instant que ça a été annoncé que M. Pascal Afidi a eu sa maison brûlée, Oui? le major, le supposé opposant, Oui? a publié sur sa page Oui? un comportement à lui froissé, Oui? réaction de faire à repasser. Et ça a rigolé. Oui? Dès l'instant qu'on entend qu'il y a les bacs à brûler, ce même Doulia Major s'excuse. C'est déplorable. C'est déplorable pour quelqu'un qui est autant expérimenté. Il a vécu la Fessie, il a soutenu la rébellion. Lui-même, il s'est mis en exil. On ne sait pas pourquoi. Et maintenant qu'il est considéré comme opposant, il se rejoint au pouvoir pour narguer les gens dans l'opposition. Maintenant, vous dites dans votre direct que le pouvoir est d'accord pour revoir la CI. C'est ça? Oui. Allez-y vite, s'il vous plaît. Allez-y vite, il y a beaucoup d'appels. L'opposant, le pouvoir est d'accord pour revoir la CEI. Oui. Mais à une semaine des élections, comment est-ce possible? À quel moment on revoit la CEI et à quel moment on va aux élections? Que Ouattara ait le courage, parce qu'il n'a pas voulu très tôt revoir la CEI, donc en ce moment il est tard, que Ouattara ait le courage d'annoncer à ses partisans que cette élection sera reportée. Je pense que c'est à cela qu'on court. Ok. Merci bien. Bon, Doumbia Major, je ne vais pas m'éterniser sur lui parce qu'il n'en vaut pas la peine. Voilà, c'est un adulte qui n'a pas encore grandi, qui fait des crises d'adolescence. Ça va lui passer. La crise d'adolescence, ça finit par vous passer. Donc, il faut encore lui donner peut-être 1 ou 2 ans pour qu'il grandisse, qu'il soit adulte. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur un tel individu qui s'est illustré à l'université par le maniement des machettes. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur cet individu-là. Bon, en ce qui concerne l'élection, de mon point de vue, cette élection ne pourra pas se tenir le 31. Voilà. Cette élection ne pourra pas se tenir le 31 parce que, comme j'ai dit, les conditions ne sont pas réunies. Le RHDP est en campagne déjà depuis 10 jours. Et bien avant, le chef d'État lui-même était en visite d'État, mais quittait des campagnes. Et puis, aujourd'hui, dans 8 jours, on arrête la campagne et ils nous font des propositions pour dire, bon, on va mettre en place de nouvelles CEI, des nouvelles CEI locales. Quand est-ce qu'on va mettre effectivement en place ces CEI locales et ces CEI, la CEI centrale pour pouvoir aller à une élection? Matériellement, c'est impossible. Voilà. Ils auraient fait cela depuis longtemps, qu'aujourd'hui, on ne parlerait plus de ça. Mais ils ont trop tardé. Ils ont trop tardé. Et vous savez, en négociation, voilà, nous qui sommes juristes, on le sait. Et il faut négocier pendant que vous êtes encore en situation de pouvoir négocier. Où le rapport de force pèse en votre faveur. Mais quand le rapport de force bascule, vous n'êtes plus en situation d'exiger quoi que ce soit.
Vous n'êtes plus en situation de... Donc, c'est maintenant, je pense, que M. Ouattara devrait discuter avec son opposition pour mettre en place une transition. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le rapport de force est équilibré. Mais si le rapport de force bascule en la faveur de l'opposition, il sera complètement forclos. Il sera complètement forclos parce que à partir du 31, il n'aura pas des arguments constitutionnels, juridiques pour justifier donc qu'il puisse poursuivre cette transition-là. Voilà. Pourquoi Monsieur Gbagbo le président Gbagbo avait ses arguments? Parce que la Constitution disait que quand le pays est attaqué, quand le pays est coupé en deux, le pays est divisé, le pays est occupé, on ne peut pas organiser une élection. Donc, M. Gbagbo, le président Gbagbo, avait été assis donc sur un fondement juridique et pour ne pas organiser des élections. Mais ce fondement juridique-là n'existe pas aujourd'hui. Voilà, il n'existe pas aujourd'hui, d'autant que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dit qu'on ne peut pas organiser une élection avant d'avoir reformé la CEI. Donc, on est dans une impasse. Et il appartient, comme vous l'avez proposé, à M. Ouattara de faire preuve de courage, d'appeler son opposition maintenant, là, pour trouver des solutions, pour fixer une date réaliste pour les élections, pour que tout le monde parte en campagne. Voilà. Et c'est ce qu'il faut faire avant que le rapport de force ne bascule complètement. Moi, c'est le conseil que je peux donner. Mais évidemment, personne ne va m'écouter là-bas. C'est pas bien grave. C'est de bonne guerre. Voilà. Excusez-moi, j'ai coupé vos différents appels pendant que je parlais. Je vais les reprendre. Oui, allô? 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 Oui? Bonsoir, monsieur Jean Bonnet. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur Trabi. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Parlez un peu fort. D'accord, c'est monsieur Trabi Gildas. D'accord. Voilà, donc j'ai pour tenter de vous... Allez-y, 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 je vous écoute. D'accord. En fait, j'entends souvent les gens disent que l'élection de Côte d'Ivoire ressemble un peu à l'élection du Sénégal. Que Wade a été battu, bien que certains candidats aient refusé de partir aux élections. Et il y a un qui est parti avec lui, et puis il a battu, Macky Sall est parti avec Wade, et puis Wade a été battu. Oui. J'aimerais savoir s'il y a une nuance entre l'élection du Sénégal et puis l'élection de Côte d'Ivoire. Est-ce que Oui. D'accord. J'ai compris votre question. J'ai compris votre question. La situation en Côte d'Ivoire est différente de celle du Sénégal. Au Sénégal, le débat se portait sur l'illégibilité de M. Abdoulaye Wade. Le débat n'était pas sur l'organisme qui devait organiser les élections. Voilà, l'institution électorale. C'était sur l'illégibilité de M. Wade. En Côte d'Ivoire, le débat se porte sur l'illégibilité de M. Ouattara, sur l'illégalité de la Commission électorale indépendante et du Conseil constitutionnel. Donc, ce n'est pas les mêmes circonstances. Donc, aller à une élection avec une CEI actuelle, n'importe qui va perdre face à ce pouvoir. Voilà. Aller à une élection sans auditer le fichier électoral, sans recomposer les commissions électorales, n'importe qui, avec tous les milliards du monde, perdra parce que, comme ils le disent eux-mêmes, c'est bouclé, c'est géré. Mais justement, c'est parce que le fichier électoral et les CEI locales ont bouclé et géré le processus. C'est pour ça que c'est une exigence forte de l'opposition. Voilà. Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour, doyen. Oui. C'est Bécanti. Oui, allez-y. Oui. Donc, mon appel, je vous ai pris un peu en cours. Oui. Vous disiez que le gouvernement a répondu à la requête de l'opposition, c'est ça? Non, le gouvernement n'a pas répondu à la requête de l'opposition. Le gouvernement a fait des propositions en ce qui concerne donc, en fait, le gouvernement accepte qu'on reforme la CEI centrale. Il propose donc que le PDCI ait un poste de vice-président, qu'une 5e personnalité de l'opposition rentre à la CEI et propose de recomposer toutes les CEI locales. Voilà. Mais ce n'est pas exactement cela l'attente de la Cour africaine des droits de l'homme et de l'opposition. Si je comprends,
une réponse qui lance comme ça, mais pas directement à l'opposition. Si, en fait, c'est une décision qu'ils ont prise, mais qui est en fait une proposition. Puisqu'il nous a invités à la table des négociations, on n'est pas parti parce qu'on estime que s'il doit y avoir une négociation, ça doit être sous l'égide d'un facilitateur. Voilà, de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'ONU, mais on ne veut plus engager de dialogue direct avec ce gouvernement, dans la mesure où depuis 1 an, on dialogue sur la CEI et on n'avance pas. Donc, on a estimé que ce n'était pas nécessaire d'aller encore à un autre dialogue qui allait accoucher d'une souris. Voilà. Donc, comment, bon, vous êtes un peu spécialiste des questions, ouais. Comment vous envisagez la suite? Est-ce que l'opposition va répondre ou, ben, ils ont fait une proposition. Ils ont fait une proposition. On va se réunir dès demain pour déjà. Ça, quoi, on va évaluer cela, mais je pense qu'on va remercier le gouvernement pour la proposition qu'elle fait et on va leur dire que c'est insuffisant. Voilà, c'est insuffisant parce que c'est tout un processus et donc dans tous les cas, restez à l'écoute. Nous allons faire un communiqué pour répondre donc à cette proposition du gouvernement qu'ils appellent décision. Voilà. D'accord. Ok. Merci bien. Voilà, on reste à votre écoute. Hein. Ok. Oui, allô? 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 Bon, ok, je prends quelqu'un d'autre. Allô? Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Oui, je voudrais apporter un petit peu ma pierre. Oui. D'accord. Dans votre débat. Allez-y. Moi, je ne suis pas étonné qu'on appelle la décision du gouvernement. Oui. J'ai dit à un ami un jour que Alassane Ouattara, compte tenu des déclarations de Soroguion, oui. il ne va pas tout de suite accepter. Parce que ce monsieur a bâti sa réputation sur la communauté internationale. C'est ça. Et quand Soroguion lui dit qu'il n'y aura pas d'élection, en fait, c'est un défi que Soroguion lui lance par rapport à son électorat qu'il le voit comme un dieu. Donc, il ne peut pas accepter un coup comme ça. Vous allez voir d'ici le 31, vous allez tout changer de manière faire croire à son électorat que c'est par rapport à son bon vouloir qu'il fait. Alors qu'il a une pression internationale au-dessus. Seulement, il a dit à ces personnes-là, laissez-moi sortir la tête haute. Sinon, si je fais comme ça, dit-lui, je vais tomber de mon pédestal. Donc, laissez-moi quitter dans cette histoire. Regardez hier, vous avez vu un petit peu le débat de Kandia à l'émission. Regardez comment il parle. C'est la même. C'est plus le même discours arrogant. C'est ça. Moi, je l'ai trouvé hier bizarre. Comme quelqu'un qui a déjà résolu, déjà, il sait déjà son sort. Donc, je l'ai hier, quand il parlait un petit peu, on sentait un peu la cohésion, on cherchait la cohésion, mais c'est pas le même Kandia. Pour dire ce que vous voyez, M. Adjouan ne parle plus. C'est ça. Pour ces gens qui parlent là, ils savent qu'ils sont en train de peut-être donner déjà un dernier parole d'honneur, préparer peut-être leur départ de manière un peu jeune. Mais vous allez voir, avant le 31, tout va changer. C'est ce que je vais dire en fait. Merci bien. Ça n'a pas lié un petit peu. Merci bien. Oui, allô? Voilà. Bon, alors. Oui, allô? Allô? Alors, bonsoir, monsieur Jean. Bonsoir, monsieur. Voilà, c'est monsieur Kofi, je vous appelle de Toronto. D'accord, allez-y. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, allez-y, parlez un peu fort. Voilà, ce que j'aimerais vous dire, franchement dit, c'est le président de la République. Oui. Voilà, c'est lui qui devrait appeler les opposants. Oui. S'asseoir, en parler. Bon, vous allez rappeler parce qu'on ne vous entend pas du tout. On ne vous entend pas du tout. Bon, aujourd'hui, vous voyez, l'activité économique est bloquée en Côte d'Ivoire. Les lycées, les écoles, les collèges français sont arrêtés. Dans ces collèges-là, vous avez les gens de la Banque africaine de développement, des institutions internationales qui ont leurs enfants. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller à l'école. Il n'y a plus de cours présentiels. Tous les cours sont distanciels.
Donc, c'est autant de problèmes pour le gouvernement en place. Et plus les jours vont s'égrener, et plus la pression va être forte parce que l'activité économique va prendre un coup. On peut encore éviter tout ça en s'asseyant autour d'une table. On peut encore éviter tout ça en faisant preuve d'humilité. Voilà. On ne gère pas un pouvoir d'État avec... on ne gère pas un pouvoir d'État avec la force, avec les muscles. Voilà. On gère un pouvoir d'État avec l'intelligence, avec des concessions, avec le compromis. Voilà. C'est ce que Houphouët-Boigny a toujours fait. Nous, on était jeunes, on disait Houphouët-Boigny nous fatigue avec son affaire de paix, de paix, de paix. Mais aujourd'hui, on comprend l'importance de la paix. On comprend la nécessité d'aller à la paix et au dialogue. Donc, le dialogue, ce n'est pas l'âme des faibles. Il ne faut pas voir le dialogue comme une âme des faibles. Il faut voir le dialogue comme une âme des forts. Hier, le président Bédié demandait à M. Ouattara de s'asseoir. Il ne voulait pas. Voilà. À l'heure où je vous parle, je viens de recevoir un message. Le président Bédié et le président Ouattara vont se rencontrer pour se parler. Ce qu'il disait hier, impossible. Il dit allons à l'élection, il n'y a plus le temps de négociation, il n'y a plus le temps de bavardage. Aujourd'hui, il vient d'appeler le président Bédié pour dire non, il est d'accord pour le rencontrer. Vous voyez. Donc, ce que tu ne veux pas... Voilà. Moi, je ne suis pas pour l'humiliation d'un chef d'État. Voilà. J'ai vraiment eu mal au cœur. J'ai vraiment eu mal au cœur. J'ai connu l'exil. J'ai connu la souffrance. J'ai vu comment ma maison à Dimokro a été entièrement pillée, saccagée. Ils n'ont rien laissé. Les carreaux, les portes, les fenêtres, les WC, même la tuyauterie, l'électricité dans les murs, tout est parti. J'ai vu comment Simone Gbagbo a été humilié. J'ai vu tout ça. Et je ne souhaite cela à personne. Même pas à Djoumani. Je ne souhaite cela à personne. Mais on peut éviter encore cela. On a encore le temps d'éviter tout ça. Mais pour ça, il faut qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on pense Côte d'Ivoire plutôt que de penser intérêt d'un clan. C'est ça. Le RHDP est au pouvoir depuis 2011. Mais je connais beaucoup de nordistes qui souffrent, qui n'arrivent même pas à prendre un seul repas. Je connais beaucoup de nordistes qui ont leur situation qui a empiré. Donc, il faut que les gens comprennent que le pouvoir, là, ce n'est pas une affaire de clan. C'est une affaire de vision de développement pour que ça profite à tout le monde. Et les gens doivent se mettre ça en tête. Qu'on vous instrumentalise à rester dans la victimisation, à rester dans le repli identitaire pour mieux vous exploiter. Les gens doivent comprendre cela. Les gens doivent comprendre cela. Parce que si les gens ne comprennent pas cela, ils vont continuer à se faire manipuler. À un moment donné, il faut arrêter de vous faire manipuler pour des intérêts qui ne sont pas les vôtres. Voilà. Vous êtes battu pour des gens, mais regardez votre situation, elle n'a pas évolué. Oui, oui, allô? Oui? Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Ok, je voulais une préoccupation, je ne sais pas si on est toujours en direct, je vais poser ma question. Oui, allez-y. Ok. Bon, mon observation d'abord, moi je voulais que si vous partez à cette rencontre avec le gouvernement, comme vous avez dit, oui, il faut un facilitateur pour qu'au sortir de là, qu'on ne dise pas que non, tout ce qu'on a proposé à l'opposition, oui, ils ont refusé. Oui, oui. Les deux. La deuxième, ma question maintenant est celle-ci. Oui. Quand vous allez aller aux négociations, oui, et que tout sera, que certaines de vos revendications seront prises en compte. Oui. Est-ce que la CEI pourra, comme vous vous plaignez de l'affiche du président Afin Guessan, oui, quel temps la CEI vous donnera pour corriger cette anomalie, oui, et quel temps ils vous donneront pour faire campagne aussi, pour que les chances soient égales? Voilà. Justement, voilà, c'est pour ça que je dis que matériellement, ce n'est pas possible qu'on tienne les élections le 31. Matériellement, avec toute la bonne foi, ce n'est pas possible. Déjà, comme vous l'avez dit, vous l'avez remarqué à juste titre, même les affiches électorales sont fausses. Ce n'est pas le logo que Afin Guessan a déposé, ce n'est pas la photo qu'il a déposée à la CEI, donc ça veut dire qu'il faudra reprendre tout ça. Il faudra reprendre tout ça. Donc, je ne vois pas matériellement comment ça peut être le 31. Franchement,
avec toute la bonne foi possible, je ne vois pas. Voilà, donc il faut qu'on fasse preuve d'intelligence pour qu'on trouve un consensus pour aller à des élections inclusives, transparentes, crédibles et justes. Sinon, celui qui va gagner dans ces conditions-là, il va avoir une élection qui ne va pas être reconnue par les autres, et puis la Côte d'Ivoire va rester plongée dans un cycle pendant 5 ans, et ce n'est pas bon. On aime la Côte d'Ivoire, si on aime notre pays, il faut qu'on fasse l'effort donc de nous asseoir autour d'une table avec un facilitateur pour trouver donc des solutions durables, pérennes. De sorte que pour les prochaines élections qui arrivent, législatives, municipales, conseils régionaux, on ne revive pas les mêmes questions de oui, qui domine la CEI, etc. Au Ghana, ils ont dépassé ça. Au Sénégal, ils ont dépassé ça. En Côte d'Ivoire, en 2020, là, nous sommes encore dans ça. Ça veut dire que nous avons pris un grand retard. Donc, il faut qu'on mette en place des institutions fortes, que des politiciens ne cherchent pas à mettre sous, pas à contrôler. Voilà. Et donc, ça demande qu'on s'asseye pour mettre en place ces institutions-là. Quand Afingessa est sorti de prison en 2013, il a proposé au gouvernement les états généraux de la République. Mais M. Ouattara dit que c'est des bavardages, il n'a pas le temps. Mais aujourd'hui, on voit qu'on ne peut pas faire l'économie de cela. On ne peut pas faire l'économie du dialogue sur le découpage électoral. On ne peut pas faire l'économie du dialogue sur le code de la nationalité. Est-ce qu'on accepte la binationalité? Est-ce qu'on n'accepte pas? On ne peut pas faire l'économie du dialogue sur le foncier. Donc, il y a un certain nombre de sujets qui fâchent les Ivoiriens. Qu'est-ce qui nous empêche intelligemment de nous asseoir pendant 1 mois, 2 mois, régler ces problèmes-là, et puis aller à une élection? Qu'est-ce qui presse autant? Rien ne presse. Donc, en tout cas, merci pour votre contribution. Voilà. Il y a des gens qui ne veulent pas appeler, qui envoient des contributions voilà. Donc, je lis leurs contributions de sorte que je puisse répondre à leurs questions. Voilà. Bon, donc voilà, la Côte d'Ivoire, là, nous appartient à nous tous. Ce n'est pas une Côte d'Ivoire des Baoulés, ce n'est pas une Côte d'Ivoire des Agnis, ce n'est pas une Côte d'Ivoire des Bété. Faisons preuve de vivre ensemble. Regardez, le directeur de cabinet de Charles Blé Goudé s'appelle Diaby Youssouf. Il vient de Samatigila. Le directeur de cabinet d'Afingessa, il s'appelle Koulibaly Seydou. Le secrétaire général du FPI, il s'appelle Sangaré, le frère d'Aboudraman Sangaré. Un des vice-présidents du FPI, c'est Toura Mara, docteur Toura Mara. Ils sont nombreux comme ça. Donc, faisons en sorte que demain, on ne dise pas le FPI, c'est le parti des BT, le PDCI, c'est le parti des Baoulés, le RDS, c'est le parti des Djoula. Faisons ensemble qu'on ait une Côte d'Ivoire plurielle. C'est possible. C'est possible parce qu'en Côte d'Ivoire, on vit ensemble. On vit ensemble. À Dimokro, moi je vais à Djoula, je n'ai pas de problème. Je vais à Sokouradian, je n'ai pas de problème. Vous allez à Sokouradian, vous avez des femmes baoulées qui sont mariées à des Djoula. Vous avez des Djoula qui sont mariées à des femmes baoulées. Bon, vraiment, on n'a pas de problème. Pourquoi les gens veulent nous ramener systématiquement dans les conflits ethniques, dans les guerres interethniques? Il faut sortir de ça pour qu'on construise une vraie nation. Une nation inclusive, une nation qui porte tous ses enfants et dont la dynamique est de faire avancer tout le monde et non pas de faire avancer un clan ou une religion. C'est cela qui est le vrai enjeu et c'est de cela que nous devons tous nous battre. Voilà. Mais tant que les gens resteront dans les oui, on veut attaquer les nordistes, on veut faire ceci, on ne nous aime pas, on ne va pas avancer. Parce que ce n'est pas vrai. Ok. Je vois d'autres questions. Voilà. Excusez-moi de couper. Alors, je vais prendre maintenant des commentaires. Bédier n'est pas comme ça. Non, pourquoi vous dites que Bédier n'est pas comme ça? La chargée de communication de Bédier, c'est un poste important dans un parti. Elle s'appelle Djenebou Zongo. Donc, on ne peut pas dire que Bédier est xénophobe. Vous voyez, il faut sortir de ces considérations-là. Il faut sortir de ça pour qu'on pense maintenant développement.
pour qu'on pense maintenant vrai vivre ensemble. C'est dans ça que nous voulons nous engager. Allô? 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 Oui, allez-y. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Bon, ok, il ne parle pas. Alors, le numéro pour appeler, c'est 07 31 32 82. C'est un numéro WhatsApp. Voilà. Donc, moi, je ne crois pas 07 31 32 82 numéro WhatsApp. Je ne crois pas à cette stigmatisation des ethnies en Côte d'Ivoire, des régions, des religions. Voilà. Il y a des gens qui instrumentalisent ça parce que c'est leur fonds politique. Comme il y en a qui en font leur fonds de commerce parce que c'est ça qui leur permet d'assurer leur élection. Voilà. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un de nos militants, un de nos responsables du parti à Korogo, qui m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a dit, mais vraiment, VP, donc vice-président, ce qui se passe aujourd'hui à Korogo, c'est incroyable. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mais ils ont fait un meeting là-bas et ils ont tenu des propos incroyables. Ils disent que ils demandent aux gens, aux étrangers, de rejoindre les gens du Nord pour mener ensemble donc la bataille contre les gens du Sud, parce que les gens du Sud, s'ils viennent au pouvoir, ils vont chasser les étrangers. Est-ce que c'est bon tout ça? Est-ce que pour gagner une élection, on est obligé de faire ça? C'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ayons d'autres arguments, mais laissons de côté les arguments religieux. Ce n'est jamais bon dans un État. Ce n'est jamais bon pour un pays de construire sa victoire sur le mensonge, sur la confrontation des ethnies. Ce n'est jamais bon dans un pays. Ce n'est jamais bon. Et donc, je suis triste. Il m'a rapporté ses propos. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais a priori, je n'ai pas de raison de douter de lui, parce que c'est quand même quelqu'un de sérieux. Voilà. C'est quand même quelqu'un de sérieux. Mais aller tenir de tels propos dans un meeting, c'est grave. Voilà. Ce que je leur ai dit, la prochaine fois, allez au meeting du RDR. Ayez un enregistreur. Enregistrez les propos qu'ils tiennent dans leur meeting, et puis envoyez-nous. Comme ça, on aura des preuves. Voilà. Parce que je lui ai demandé, mais est-ce que tu as enregistré? Il m'a dit non. J'ai dit, bon, la prochaine fois, allez-y, discrètement, dans leur meeting, ayez votre magnéto, votre portable, et puis enregistrez le meeting. S'il y a des propos xénophobes, s'il y a des propos, je dirais, d'appel à la guerre civile, aux confrontations entre les ethnies, il faut nous les envoyer. Il faut nous envoyer, c'est important. Voilà. On a trop souffert en Côte d'Ivoire pour qu'on reste encore toujours dans ces palabres ethniques dans lesquelles certains veulent nous enfermer. On a trop souffert. La Côte d'Ivoire est un beau pays. La Côte d'Ivoire a des potentialités énormes. Regardez, les Ghanéens immigrent en Côte d'Ivoire, les Burkinabés immigrent en Côte d'Ivoire, les Sénégalais immigrent en Côte d'Ivoire, les Maliens immigrent en Côte d'Ivoire, les Guinéens immigrent en Côte d'Ivoire, même les Nigériens immigrent en Côte d'Ivoire. Vous allez dans les marchés, c'est plein de femmes en Nango. Ça veut dire que ce pays a des potentialités. La seule chose qui reste, c'est quelqu'un qui a une vision de développement. Mais une vision de développement équilibrée. Qui ne va pas attendre qu'on ait des visites d'État d'abord avant de faire le développement. Ne pas attendre que le président aille faire une visite dans sa région avant d'avoir un collège, avant d'avoir 1 kilomètre de route, avant d'avoir un centre de santé. Non, le développement se planifie. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez en Côte d'Ivoire, toutes les régions confondues, départements, communes, ont 83 milliards par an comme budget. 83 milliards par an comme budget de fonctionnement et d'investissement. Sur un budget de 8 000 milliards. Un budget de 8 000 milliards. Toutes les communes réunies, voilà ce qu'on leur donne. Comment voulez-vous que, quand le chef de l'État arrive dans une région, il ne soit pas vu comme le Messie? Alors que c'est de l'argent qu'on doit mettre à la disposition des communes pour le développement. Tous les autres pays qui sont développés, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et c'est dommage que nous soyons encore dans ce débat ethnique, religieux, au lieu d'être dans le débat d'idées de développement. C'est à cela que nous, on était préparés. Moi, personnellement, j'étais préparé à aller sur le plateau télé pour confronter donc, notre programme de gouvernement à celui du RDR. Voilà à quoi j'étais préparé.
Mais malheureusement, on est englué dans ces problèmes de CEI, de conseil constitutionnel, etc. Et ça n'honore pas notre pays. Donc, je voudrais demander aux uns et aux autres de faire l'effort, de prendre sur eux-mêmes, de penser Côte d'Ivoire, de prendre sur eux-mêmes, de mettre de côté les ressentiments, de laisser les questions d'amour propre, des égos, et de s'engager pour qu'il y ait une vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Diaby Youssouf, le directeur de cabinet de Blé Goudin en ligne, je voudrais le saluer. Bonsoir, chers frères. C'est cela qu'on doit faire aujourd'hui. C'est cela qu'on doit faire. Il ne faut pas que demain, s'il y a un président bêté, les gens du Nord aient peur. Il ne faut pas que demain, s'il y a un président Djoula, les gens du Sud aient peur. Il ne faut pas que demain, s'il y a un Agni, les gens de l'Est aient peur. Il faut qu'on voie un président. Regardez Obama. Son père est d'origine kenyane, mais il a été président des États-Unis. Et il n'y a aucun Américain qui a eu peur, qui a quitté les États-Unis pour ça. Il n'y en a pas. Voilà. Ils ont porté les choix parce que c'était lui le meilleur. Et il a fait 2 mandats. Voilà. Il aurait pu dire, non, mais je suis le meilleur, donc je vais rester encore pour continuer mon œuvre. Mais il dit, la Constitution ne me permet pas de faire un 3e mandat. Malgré toute mon intelligence, malgré toute ma compétence, la Constitution m'oblige à laisser la place à une nouvelle génération. C'est cela, un homme d'État. L'homme d'État pense État, il ne pense pas clan. Et c'est ça qui manque dans le bourbier politique ivoirien. Malheureusement. Voilà ce qui est dommage. Et donc, je veux pouvoir compter sur le sens de la maturité, sur le sens de la responsabilité des Ivoiriens, pour qu'on puisse aller de l'avant. Voilà. Moi, celui qui apporte le développement a mon soutien. Bonsoir, cher ami Philippe Gbagbo. À mon soutien. Voilà. Le développement n'a pas d'ethnie. Le développement n'a pas de religion. Voilà. Les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, ces Libanais-là, ils contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Voilà. Les Burkinabés qui sont dans nos champs, dans nos plantations, contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Les femmes en Ango qui sont dans nos marchés contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça le développement. Donc, ne soyons pas dans les discours sectaires dans lesquels les gens veulent nous enfermer. Voilà. Il ne faut pas qu'on reste dans ça. Parce que je vois beaucoup de gens du RDR qui viennent sur ma page. Oui, les gens du Nord, les gens du Sud. Non. Ne déléguez pas vos cerveaux à d'autres pour réfléchir à votre place. Réfléchissez par vous-même. Dieu nous a dotés d'un cerveau, ce n'est pas pour qu'on le délègue à quelqu'un d'autre. C'est pour qu'on s'en serve, pour qu'on réfléchisse et qu'on comprenne qu'on a tous tout à gagner à être ensemble qu'à se combattre. Voilà ce qui est vrai. Oui, allô? 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 Bon, ok. Voilà, donc... Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir, M. Bonnet. Bonsoir. Bon, je voulais juste réagir par rapport... Allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Alors, on a tous entendu ici le Premier ministre Ahmed Bakayoko rejeter en bloc toute négociation avec l'opposition lors de son discours à Yopougon, n'est-ce pas, à la place, comment on appelle ça, voilà, donc il a rejeté en bloc toute négociation éventuelle avec l'opposition. Oui. Et un jour impair, on le voit aussi faire appel à des échanges avec les membres de l'opposition. Donc oui. Là, on n'arrive pas à comprendre. On se demande si ce n'est pas une manière de narguer l'opposition. Et puis, deuxième point, le ministre Sanson Kambiré, qui fait aussi partie de l'équipe gouvernementale, qui va négocier avec l'opposition, ben, on se rend compte que le ministre Sanson Kambiré, il a fait partie du comité d'experts de rédaction de la Constitution. C'est ça. C'est celui-là même qui a défendu bec et ongle le projet de Constitution devant les représentants du peuple. Oui. Et il a dit que en aucun cas, il n'existerait le troisième mandat. Mmh. Mais depuis que ce contentieux est apparu, il est rentré dans un mutisme sans nom, dans un mutisme légendaire. Mmh. Il a même fui tous les débats télévisés, radio, tout et tout. On ne l'a pas entendu. Et on vient le voir encore, son nom apparaître dans
les négociations avec l'opposition. De quoi parleront-ils? Ok. Pas au fait que ce que c'est ce contentieux-là, le troisième mandat qui est à l'origine des problèmes que nous avons actuellement. Donc, je ne sais pas, c'est une manière pour l'opposition, disons le pouvoir en place, de gagner du temps, de présenter l'opposition politique sous un mauvais jour. Merci. J'ai pris votre question. J'ai compris votre question. Bon, d'accord. De toute façon, je suis d'accord avec vous. Vous savez, M. Sansan Kambile est un juriste, M. Bictogo est un juriste, M. Oraga Obo est un juriste, et je crois que tous sont gênés. Mais n'ont pas le courage de leurs convictions. Voilà. Et si vous entendez monsieur comme Bictogo dire que monsieur Ouattara connaît le droit plus que lui, il faut désespérer de notre intelligentsia. Il faut désespérer de nos leaders. Il faut désespérer de nos intellectuels. Voilà. Parce que dire une chose un jour père et dire un autre le jour impair, ça n'honore pas notre classe politique. Dans les pays démocratiques, la parole est sacrée. Et la parole d'un homme politique a du poids. Mais chez nous, vous voyez effectivement le Premier ministre Ayopougon en train de dire il n'y aura pas de dialogue, et puis le lendemain, il envoie un courrier pour dire je veux dialoguer. Voilà. Dans les pays sérieux, un tel comportement entraînerait la démission d'un gouvernement. Vous voyez? Tout à fait. Voilà. Donc, quand M. Bakongo se tait, quand M. Ouraga Obu se tait, quand M. Sansan Kambile, ministre de la Justice, vient dire devant les députés de la nation que M. Ouattara ne peut pas faire un mandat supplémentaire et qu'aujourd'hui il devient aphone, il devient atone, c'est un réel problème. C'est un réel problème. Voilà. Aujourd'hui, M. Ouattara qui ne voulait pas rencontrer l'opposition, aujourd'hui veut rencontrer M. Bédié. D'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas pourquoi il veut rencontrer M. Bédié seul. M. Bédié est candidat avec M. Henri Konan Bédié. Et s'il doit les rencontrer, c'est ensemble avec M. Afinguessan. S'il doit les rencontrer, c'est ensemble. Voilà. Moi, personnellement, je prendrais très mal que M. Bédié parte rencontrer M. Ouattara tout seul. Voilà. Il mène un combat avec M. Afinguessan et c'est ensemble qu'ils doivent mener ce combat. Ils doivent être soudés jusqu'à ce que les revendications aboutissent. Voilà. Rester, essayer de diviser l'opposition. On veut parler à M. Affine d'un côté, on veut parler à M. Bédié de l'autre côté. Non. Là où nous sommes arrivés, c'est ensemble qu'ils doivent agir, c'est ensemble qu'ils doivent progresser. Et cette dynamique-là qui va faire apporter, qui va porter donc nos revendications et qui vont les faire aboutir. Mais essayer de rencontrer M. Affine d'un côté, M. Bédié de l'autre côté, ce n'est jamais bon pour un combat. Voilà. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais en tout cas, merci pour votre appel. Je vous en prie. Bon, voilà, chers amis, oh là là, l'appel continue. Bon, je vais prendre ça, ce dernier. Après ça, s'il vous plaît, n'appelez plus. Parce que j'ai commencé à 21h, il est 22h29, c'est-à-dire 1h30. Il faut quand même qu'on arrête à un moment donné. Oui, allô? Bonsoir, monsieur Monet. Bonsoir, monsieur. Ouais, là, je suis intervenu par rapport à votre émission, là. Oui, allez-y, vous êtes en direct. Alors, écoute, là, je pense qu'en la matière, il n'y a pas lieu de discuter, puisque la Côte d'Ivoire est une république. Oui. Alors, la république est un état dans lequel les traits du pouvoir sont des élus. Et la Côte d'Ivoire est une république, elle est balisée sur les institutions. Oui. Laquelle institution a statué sur 44 candidats. La Constitution, en fait, l'institution a statué en mettant 4 candidats en liste. Oui. Pourquoi aujourd'hui les opposants peuvent se défaire de ça et jeter la population en pâture? Ok, merci pour votre question. Mais je vais répondre à votre question et on va avancer parce que vous ne pouvez pas monopoliser. Alors, c'est vrai que le Conseil constitutionnel a rendu une décision et que si on respecte la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Mais rappelez-vous, je l'ai déjà dit dans un direct ici, il y a une nouvelle jurisprudence qui a été instaurée en Côte d'Ivoire par M. Ouattara qui a contesté la décision du Conseil constitutionnel en 2010. Et donc, c'est cette jurisprudence aujourd'hui qui se retourne contre lui. Voilà, c'est cette jurisprudence qui se retourne contre lui. Vous ne pouvez pas dire hier que les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles de recours et quand vous êtes au pouvoir, vous dites maintenant, non, les décisions ne sont pas susceptibles de recours. Voilà. Donc, il y a une nouvelle jurisprudence et le Conseil constitutionnel ivoirien s'est discrédité lui-même. Quand un Conseil constitutionnel
prend une décision et que 5 heures avant la délibération du Conseil constitutionnel, il y a des gens qui publient sur les réseaux sociaux la liste exacte des candidats qui seront retenus, et c'est effectivement ces candidats qui sont retenus. On voit bien que c'est un Conseil constitutionnel qui est aux ordres et qui n'a fait que, qui n'a été qu'une boîte d'enregistrement, et c'est dans un pays sérieux, ce Conseil constitutionnel aurait démissionné en bloc. Parce que le secret de délibération est un principe juridique sacré. Voilà. Mais comment se fait-il que des individus, avant même une délibération, sachent quels sont les candidats qui seront retenus, et effectivement ce sont ces candidats-là. Et jusqu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel ne s'est toujours pas expliqué sur cela. Voilà. Donc, on ne peut pas respecter donc un tel Conseil constitutionnel, parce que, comme on l'a dit, on se bat contre les institutions injustes et contre les lois injustes. Voilà. En tout cas, merci, chers amis, d'être restés nombreux longtemps sur ce direct. En fonction de l'évolution de l'actualité, je reviendrai vers vous pour faire des directs. Bonne soirée chez vous.